Bonjour tout le monde! Alors, Noël s'en vient et on a pensé à la bibliothèque, comme petit cadeau qu'on pourrait vous faire, de vous donner accès à une conférence virtuelle que vous pourrez consulter jusqu'au 4 janvier. Et cette conférence, je vais la faire sur, évidemment, la période des fêtes et sur le volume que j'ai rédigé au début du mois de novembre, la période de Noël at Different Minds entre les années 1915 et 1935. J'espère que ça va vous intéresser. Donc, je vais juste vous partager mon PowerPoint et nous allons débuter sans plus tarder. Donc, la période de cette conférence s'appelait Santa Claus at Different Minds, les célébrations de la fête de Noël 1915-1935. Pourquoi j'ai choisi ces dates spécifiques-là? C'est parce que les Noëls, il n'y en a pas vraiment de source dans la région sur ce qui se passait à Noël à l'époque. Donc, la meilleure source d'information, ce sont les journaux d'époque et les journaux ici au Centre d'archives sur la région débutent vraiment à partir de 1915. Donc, les premières sources écrites dans le journal qu'on peut avoir datent d'environ de ces années-là. Et j'ai arrêté à partir de vers 1935, puisqu'on commence de plus en plus à avoir une commercialisation de la fête et je voulais arrêter avant de tomber dans cet aspect-là de la fête. Donc, on va avoir vraiment les prémices de la fête chez nous. Première chose, on va parler, bon, le sacré. Évidemment que qui dit Noël à l'époque, au début du 20e siècle, parle du côté religieux. Noël, c'est d'abord une fête à laquelle il faut se préparer. Pour les gens de l'époque, la période de Noël commence le premier dimanche de l'Avent, c'est-à-dire vers la fin du mois de novembre, début décembre, et il va se terminer le 13 janvier. C'est une période où on va préparer la venue du Sauveur, on va accomplir des prières et des pénitences. Et de même, la veille du jour de l'an, le 24 décembre, va être un jour de jeûne d'obligation. Donc, il faut vraiment se préparer spirituellement à la venue du Seigneur, du Sauveur. La journée même, bon, il y a évidemment les offices religieux. Aujourd'hui, il y a la fameuse messe de minuit. Mais ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est qu'il y avait 3 messes au cours de à Noël. Il y avait la messe de minuit, la messe de l'aurore qui avait lieu le matin de Noël, et la messe du jour qui était un petit peu plus tard dans la journée. Évidemment, comme aujourd'hui, la messe de minuit était encore la messe la plus importante à l'époque. C'était une messe où est-ce qu'on sortait tout le décorum, les curés mettaient leur plus belle soutane et ainsi de suite, et on décorait les églises. C'était la grande fête. Et donc, pour assister aussi, ce qu'il faut dire, c'est que pour assister à la messe de minuit à l'époque, si on n'avait pas de banc de réservé dans l'église, il fallait réserver sa place auprès du sacristain. Puisque si on ne le faisait pas, on n'était pas certain d'avoir une place assise dans l'église pour y assister. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est qu'on voit qu'en 1922, les autorités religieuses le mentionnent dans les journaux, les gens qui ne font pas partie de la chorale ne pourront pas être situés près de l'orgue. Donc, on s'imagine que si la mention est faite dans les journaux d'époque, c'est probablement que les années avant 1922, la foule débordait dans les églises et on pouvait monter jusqu'au jubé pour avoir une vue sur l'autel. Donc, aussi évidemment, tout ce qui est la musique, les principaux chants religieux, tout le monde connaît là, les principaux chants, dont le fameux Minuit chrétien qu'on chante aujourd'hui. C'est pas mal les mêmes chansons, je vous dirais, qu'on entend aujourd'hui, puisque la plupart des chants ont été créés au Moyen Âge et les plus récents datent d'environ du 19e siècle. Je prends quelques exemples. Si je regarde, Il est né le divin enfant date de vers 1820. Les anges dans nos campagnes est fait en 1842. Et le fameux Minuit chrétien, lui, date de 1843. Donc, c'est un mélange de chants en latin, comme on voit dans nos messes, puisqu'on est avant, dans le fond, le Concile Vatican II. Et on a aussi des fois, par exemple, des chants profanes, comme je vous dirais, qui ne sont pas en latin. Pour revenir au fameux Minuit chrétien, qu'on va appeler aussi des fois le chant d'Adam. Pourquoi? Parce que c'est le compositeur, un monsieur Adam, qui a mis la musique sur ce chant-là. Les prêtres, les autorités religieuses ne l'aimaient plus ou moins. Et pourquoi? C'est parce qu'il volait un petit peu, je peux dire, il volait un peu la vedette à la messe. Parce que là, les gens voulaient voir qui allait chanter le fameux Minuit chrétien. Est-ce qu'il allait pousser la fameuse note que tout le monde attend à la fin du chant? Donc, ça venait un petit peu voler la vedette à l'enfant Jésus. Donc, c'est pour ça que les autorités religieuses aiment plus ou moins le Minuit chrétien. Évidemment qu'ils ne l'ont pas enlevé des cérémonies religieuses, puisque c'est devenu un chant qui est aujourd'hui un incontournable de la messe de minuit. Et qu'est-ce qui arrivait pour les gens à l'époque qui ne pouvaient pas se déplacer? Ben, la radio existait, donc
évidemment, les femmes de ménage qui ne pouvaient pas se déplacer, les femmes à la maison qui ne pouvaient pas se déplacer à la messe parce qu'il fallait qu'ils préparent la table, le réveillon, et ainsi de suite, les gens qui étaient malades pouvaient écouter la messe qui était radiodiffusée pour tous. Maintenant, on va aller voir la charité. Bon, qui dit Église, religieux, dit aussi évidemment tout ce qui est la charité, c'est-à-dire c'est un moment propice pour s'occuper des plus démunis, les pauvres, les enfants seuls, les orphelins. Et justement, souvent, dans la région de Thetford, ce qu'on va trouver à l'époque, c'est qu'on va avoir des tirages pour faire des fonds pour venir en aide aux orphelins de l'orphelinat du Lac-Noir qui était situé dans le secteur de Black Lake. D'ailleurs, en plus de cette levée de fonds-là, il y avait aussi des chevaliers colons qui allaient donner des cadeaux aux orphelins dans le temps des fêtes à l'orphelinat du Lac-Noir. De même, il y avait la fameuse guignolée, que tout le monde connaît, qui existe encore aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début du 20e siècle, la guignolée était située la veille du jour de l'an, mais dans les années 1920, on va la déplacer la veille de Noël. Donc, c'est vraiment la veille de Noël que les gens vont se déplacer dans les rues de la ville pour ramasser les denrées alimentaires et les argents en question. Donc, on dit quoi? Ben, ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui vont ramasser. D'une année à l'autre, on va voir, par exemple, bon, on voit ici la conférence Saint-Vincent-de-Paul, l'œuvre de la jeunesse, les chevaliers colons qui vont ramasser. Et je veux dire, d'une année à l'autre, on se tire la pipe. À savoir qui va ramasser le plus grand nombre de dons en une année. Et on vous a battu l'année passée, on a plus ramassé que vous. Fait que par les journaux, c'est ce qui est drôle de voir que les organismes se tirent la pipe entre eux pour savoir qui était meilleur que l'autre. Bon, comme je disais, en ce qui concerne les recettes, j'ai quelques chiffres ici. En 1920, la guignolée rapporte la jolie somme de 500 $, donc 300 en argent et environ 200 en effets divers, comme des vêtements, des sacs de légumes, des fruits, du lard, du jambon ou encore du fromage. Juste pour vous donner une petite idée, on voit ici justement des gens sur la rue Bennett à Thetford Mines qui font la guignolée que je vous parlais. On voit qu'il y a le traîneau ici tiré par les chevaux pour ramasser les dons faits par les citoyens. Maintenant, on va regarder la légende. Donc, d'où ça vient? C'est en région comment que la légende du Père Noël est arrivée. Il faut savoir que, comme tout le Québec, c'était très, très, très catholique, ici à Thetford Mines. Donc, pendant longtemps, ça a pris du temps avant de s'implanter la légende du Père Noël. On disait aux enfants que c'était l'enfant Jésus qui amenait les cadeaux au début du siècle. Petit peu, bon, ben, c'est sûr qu'on est quand même proche du monde anglo-saxon. Donc, la légende qui était fêtée du Santa Claus va se déplacer et va d'abord arriver au Québec via la communauté anglophone de Montréal et va se déplacer après ça dans les régions. Évidemment, qui va en profiter? Les commerçants, encore aujourd'hui. Ce qui fait que dès 1915, on voit des publicités dans le journal, dans les journaux de la région. Par exemple, du King Cash Store, qui était un gros magasin qui est juste ici. Le King Cash Store, qui est un gros magasin qui est situé sur la rue Notre-Dame. Aujourd'hui, c'est le bâtiment qui occupe le magasin Juste Conil. Parce qu'on dit aux enfants, venez voir le Santa Claus chez King Cash Store. D'ailleurs, on dit qu'en 1915, le Santa Claus va distribuer environ 2000 sacs d'une demi-livre de bonbons aux enfants. Donc, vous voyez que le Père Noël, il était populaire juste aujourd'hui, il l'était déjà à l'époque. Le Santa Claus, je devrais dire, parce que c'était le nom officiel du personnage à l'époque. On parlait de Santa Claus. Pourquoi il a changé de nom? Bon, on arrive en 14-18, c'est la guerre contre les Allemands. Et Santa Claus, évidemment, fait très, très consonance germanique. Donc, on ne peut pas avoir un personnage qui porte un nom à consonance germanique lorsqu'on est en guerre contre les Allemands. Ce qui fait qu'on va changer le nom tranquillement pas vite et on va se mettre à l'appeler le Bonhomme Noël à partir des années 1920, début des années 1920. Vous voyez ici la publicité du magasin Dussault, le Bonhomme Noël à Thetford Mines. Donc, vous voyez ici, on trouve le nouveau nom. Et par la suite, du Bonhomme Noël, on va devenir au Père Noël, puisque les anglophones, c'est une traduction littérale à fond, parce que les anglophones s'étaient mis à l'appeler Father Christmas, et en traduction, ça a donné le Père Noël. Donc, je dirais environ 1924-1925, on va apparaître le Père Noël, officiellement le nom, dans les journaux de la région. Mais la légende du Père Noël n'était pas encore à point. Et je vous donne un exemple de la publicité qui apparaît juste ici de la L. Weinstein & Son & Co., qui était située aussi sur la rue Notre-Dame. Vous voyez ici la publicité. Ils sont en chemin
Père Noël s'en vient pour de bon avec toutes ses chèvres. Le joyeux vieux Père Noël est en chemin pour notre magasin venant des parties lointaines et froides du Nord, et les chèvres sont aussi grasses que du beurre et ont autant d'endurance que l'acier. Donc, on est encore, là, on n'est pas encore avec Rudolph, le règne, le petit salon nez rouge, on n'est pas encore à ce niveau-là dans les légendes. Donc, on est encore à bâtir tout l'imaginaire qui va accompagner le Père Noël. Maintenant, les fameux cadeaux. Qu'est-ce qu'on donne en cadeau à l'époque à Thetford Mines aux membres de sa famille? Bon, pour commencer, il y a vraiment, il faut vraiment, à l'époque, il existe une stratification des présents. Aujourd'hui, là, on essaie de, on ne veut plus que telle chose soit réservée aux garçons ou aux filles, mais à l'époque, c'était vraiment très, très, très stratifié. Les filles, par exemple, vont recevoir des poupées, des kits miniatures d'école, des services de table. Eux, les garçons vont recevoir quoi? Ils vont recevoir des jouets mécaniques, des soldats de plomb, des coffres d'outils. Pour la grande sœur, on peut parler des mouchoirs, excusez-moi, des écharpes, des trousses de toilette. Le grand frère va peut-être avoir, lui, des rasoirs, des brosses à habits, des patins, des épingles à cravate. Et pour les parents, bon, pour la mère, on va parler peut-être d'un service à thé, une sacoche, des gants doublés ou une couverture de laine. Et pour le père, bon, les fameuses pantoufles, la cravate ou encore un service à liqueur. Donc, vous voyez que c'était très, 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 très stratifié. Dans la même veine, il est mal vu de donner des cadeaux. Il y a comme des cadeaux à qui on ne peut pas donner à des gens. Un homme ne peut pas donner un cadeau à une femme s'il n'est pas en couple avec elle. Ce serait très, très mal vu. Ce qu'on va voir aussi, ce sont les super, c'est-à-dire les compagnies qui vont faire des cadeaux aux employés. Souvent, ici, ce qu'on voit, c'est des compagnies minières. Ils vont faire un cadeau en argent à leurs employés lors de Noël. De même, on peut voir l'inverse aussi. Des groupes d'employés qui vont faire un cadeau à leur patron. J'ai pris un exemple ici. En 1924, les employés de l'Asbestos Corporation vont donner un service d'argenterie à leur gérant R.P. Doucette. Donc, ils se sont mis ensemble, ils se sont cotisés et dans les journaux d'époque, on voit tout le long texte d'hommage au patron et on lui remet son cadeau de Noël, un service d'argenterie. Aussi, ce qu'on remarque à l'époque, c'est évidemment l'achat chez nous. C'est drôle à dire aujourd'hui que l'achat chez nous, avec l'Internet, on veut que les gens magasinent chez Thetford Mines, mais déjà à l'époque, via les journaux, on dit aux gens, l'achat chez nous. Et qu'est-ce qui compétitionnait l'achat local? À l'époque, c'était les journaux, excusez-moi, c'était les catalogues des grands magasins. Les magasins de Montréal, les magasins de Toronto, comme Eaton. Donc, c'est ce qu'on voulait combattre. Je vais vous lire un petit article là, pour donner un peu le ton, qu'on retrouve dans le journal Le Canadien de 1927. Le titre de l'article, c'est « Restons chez nous ». La saison des fêtes de Noël et du jour de l'an nous fournit une occasion de revenir sur un sujet qu'il est toujours opportun de traiter. Pendant les derniers jours du mois de décembre, la population de Thetford Mines et des alentours dépensera des milliers de dollars pour suivre la tradition de l'échange annuel des cadeaux. Combien garderons-nous chez nous à Thetford Mines, chez nos marchands, des milliers de dollars ainsi dépensés? Chaque dollar dépensé à Thetford Mines aide au période de notre ville. Il suffirait, il nous semble, d'un mot d'ordre général pour que cette année, notre ville gagne beaucoup sur ce rapport. Il est rentable d'avoir un grand nombre de concitoyens à déporter leur économie dans d'autres villes. Ici même à Thetford Mines, nous avons un commerce local, des mieux organisés, dirigés par des concitoyens d'une intégrité au-dessus de tout soupçon. Pourquoi ne pas profiter? Pourquoi ne pas s'entraider? Il serait facile de cette façon pratique de faire de notre ville une ville de plus en plus prospère. Regardons maintenant vous voyez donc que déjà on a le topo, l'achat local, c'est ce qu'il faut faire. Donc, regardons maintenant, comme je le disais, quelques publicités de commerce qu'on pouvait voir dans les journaux à l'époque. Bon, vous voyez ici, à gauche, on a une publicité du King Cash Store qui nous vante le chocolat Patterson, une des marques les mieux connues. Ça sera un cadeau très agréable pour Noël et le jour de l'an. Ce qu'il faut savoir, c'est à l'époque aussi, j'en ai peut-être parlé un petit peu moins, mais j'en parle dans mon volume, c'est que les Canadiens français donnaient souvent des cadeaux plus au jour de l'an. Noël était une fête religieuse et les cadeaux se donnaient au jour de l'an, contrairement aux anglophones. Donc, c'est pour ça qu'on parle aussi du jour de l'an comme place pour donner un cadeau. À côté, on voit une publicité de H.L. Roberge pour vos articles de sport, chaussures pour les fêtes. Donc, on voit qu'on vend des skis, des bottes russes, des guêtres, des hockey, des pantoufles, des claques de drap. Bon, on voit un petit peu là, quelques prix. Claques de drap noir avec graphe talon moyen et bottes 2 à 7 pour dames, 3,90$ à 4,75$. Pour hommes, catagрафes, prix 4,50$. Donc, vous voyez,
Et si d'autres commerces, bon, une publicité de Joyeux Noël de A7 Lacoui qui existait déjà à l'époque, une publicité juste ici. Et en dessous, on a une publicité de la librairie populaire qui lui dit c'est l'heure des étrennes et des cadeaux. Vous voulez faire un choix heureux, un peu dispendieux, rendez-vous chez Mademoiselle Lemieux à 2 pas du bureau de poste et vous aurez tout ce que vous imaginez en fait de jouets et œuvres de fantaisie. Donc, vous voyez, c'était le genre de publicité qu'on pouvait retrouver dans les journaux de l'époque pour l'antenne de Noël. Maintenant, qu'est-ce qu'on mangeait? Bien, ce qu'on mangeait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée d'avoir un fastueux repas servi lors du réveillon existait déjà au début du 20e siècle. Ça remonte là, vraiment au 19e siècle, cette idée d'avoir un banquet spécial lors du réveillon. Bon, qu'est-ce qu'on va retrouver sur les plats? On va retrouver déjà des classiques qui existent déjà encore aujourd'hui. Et dès à l'époque, le gâteau aux fruits existait déjà, les biscuits sablés, les pâtés à la viande de porc. Ce sont tous, d'ailleurs, juste vous dire, ce sont tous des traditions culinaires qui nous viennent des Britanniques. Donc, tous ces plats-là principaux existaient déjà à l'époque pour le réveillon de Noël, au début du 20e siècle. Bon, de même, la fameuse dinde aussi, on en mangeait un petit peu là, vraiment à l'époque de la Nouvelle-France. C'est vraiment à partir du 19e siècle, donc encore sous la période anglaise, qu'elle va apparaître couramment sur la table des gens. Mais on a quand même quelques classiques qui vont nous venir de nos origines françaises. Par exemple, la bûche de Noël a été créée en 1870 par des pâtissiers parisiens. Donc, comme vous pouvez voir, les principaux plats qu'on mange aujourd'hui traditionnels existaient déjà au début du 20e siècle, dans la période qu'on couvre. Il y avait aussi, peut-être moins un petit peu ce qu'on voit, mais les fameuses oranges. Des fois, nos grands-parents nous parlent souvent de ça. J'avais un orange dans mon bol de Noël. C'est vrai qu'à l'époque, les fruits étaient moins courants. Donc, oui, on va voir des publicités. Je vais vous en montrer un petit peu par la suite de fruits. On va mettre donc des fruits qui vont apparaître sur la table. Donc, c'est un mets spécial pour le temps des fêtes qu'on ne s'offre pas tous les jours à cause des prix, évidemment. Et puis, l'autre chose qu'on remarque pour le temps des fêtes, comme aujourd'hui, c'est que les gens, ils se buvaient beaucoup d'alcool pendant Noël. Ça déplaisait, vous comprenez que les legs de tempérance n'aimaient pas beaucoup cet aspect de la fête. Je vais vous lire encore là un petit article qui est paru dans le journal du 12 décembre 1918, qui se lit « Voilà les fêtes qui approchent. C'est un temps d'intempérance pour plusieurs que ce temps des fêtes. Braves et bons ouvriers vont se faire un point d'honneur et d'être sobres. L'an passé, il s'est bu à notre ville de Thetford pour plus de 5 000 de boissons durant le seul temps des fêtes. Donc, on dit qu'en 1917, à Thetford Mines, il s'est bu 5 000 pour le seul temps des fêtes. Si je continue l'article, qui a profité de cette somme d'argent gagnée par nos ouvriers? Les vendeurs de boissons de Québec et de Sherbrooke se sont bien ris des misères et des malheurs que leur maudit taux de vie a causés. Gardez votre argent chez vous, chers ouvriers, et vous conserverez la paix et le bonheur dans vos maisons. Vos femmes et vos enfants vous aimeront davantage, vous ferez des économies et l'avenir vous sourira. Donc, vous voyez qu'à l'époque, déjà, je peux dire, la tempérance, aujourd'hui, on a un petit peu les rouges, on dit plus aux gens de boire intelligemment. Mais à l'époque, c'était beaucoup ça. Et puis, donc, c'est drôle de voir, je pourrais vous montrer, on a aussi des publicités de bière qui étaient diffusées à l'époque dans les journaux. C'est ce que je vais voir. Je vais vous montrer quelques publicités. Bon, pour la table, vous voyez que ici à ma gauche, le temps passe et Noël approche toujours. Bûche, gâteau, pâtisserie, c'était la pâtisserie de Thetford qui promouvait ses pâtisseries. À droite, une publicité de Aristide Roy, boucher épicier. Le Père Noël dit rien de meilleur qu'une dinde pour un repas dans le temps des fêtes. Donc, comme je vous disais, la fameuse dinde existait déjà à l'époque. Si je continue, bon, l'autre boucher ici, Ernest Perron, à l'occasion des fêtes, mes souhaits les plus sincères, dinde, poulet, veau, agneau, jambon. Et à droite, vous voyez les fameux fruits, là, des fruits à Noël. Vous ne seriez passé le temps des fêtes sans avoir de beaux fruits sur votre table au repas. Parce que je me disais, ce n'était pas commun. C'est passé. Un auberge marchand de fruits de la ville. Ce n'était pas commun d'avoir tout le temps des fruits sur la table. Donc, c'est un produit qui était typiquement de Noël. Donc, comme je disais, bon, ben, quelques publicités de bière qu'on pouvait voir à l'époque dans les journaux. Talon, ta bière rend joyeuse la Noël. C'est une publicité de la bière Boswell. Et à côté, au temps des fêtes, il n'y a rien de trop bon. La fameuse date que tout le monde a entendu parler, pour ceux qui n'en ont pas connu. Donc, c'était des publicités encore là qu'on voit avec le Père Noël et une bonne bouteille de bière. Peut-être des choses qu'on voit moins aujourd'hui. Aujourd'hui,
on ne verrait plus dans les publicités le Père Noël en train de prendre une bouteille de bière, mais qu'on pouvait voir à l'époque dans les journaux de la région. D'ailleurs, Neil Picard, qui était il s'occupait de la liqueur, ici, il vendait de la liqueur dans la région, il disait souvent, bon, pour contrer, là, au lieu de donner une bière à vos visiteurs, pensez-lui de donner un bon verre de liqueur, et comme ça, bon, on va contrer un petit peu les effets de la boisson, si je peux dire. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de Noël de 1915-1935 versus aujourd'hui? Bon, bien, évidemment qu'à l'époque, c'était d'abord plus religieux. Aujourd'hui, la fête, c'est beaucoup laïcisé. S'il y a encore la fameuse messe de minuit, on s'entend qu'on va, pour plusieurs, on va plus à la messe de minuit parce que ça fait partie de Noël, de la tradition, que parce qu'on est religieux, c'est pour la religion. Bon, l'autre chose, ça, c'est une grosse différence. L'autre chose qu'on pourrait dire aussi, c'est que le côté de la marchandisation de la fête, c'est beaucoup augmenté. Déjà, à l'époque, on achetait des cadeaux, mais on comprend qu'aujourd'hui, la fête, bon, les commerces commencent à faire jouer de la musique de Noël dès le 1er novembre. Et donc, le côté religieux est beaucoup été mis de côté maintenant pour le côté profane, le côté commercial, ce qu'on voyait moins à l'époque. Bon, ce qui reste aujourd'hui, c'est le côté festif. Encore aujourd'hui, on reçoit nos familles, nos amis, bon, sauf cette année, mais chez nous, pour le temps des fêtes, comme à l'époque. À l'époque, dans les journaux, on peut voir que monsieur, madame, une telle ont reçu leur parenté chez eux pour le temps des fêtes. Et les fameux repas du temps des fêtes, encore aujourd'hui, on va concocter la fameuse dinde, les pâtés, les tourtières, comme ça existait à l'époque, déjà en 1915-1935. Donc, j'espère que cette petite présentation virtuelle vous a plu sur le Noël 1915-1935. Et au nom de la bibliothèque du Cégep de Telford, de mes collègues, nous vous souhaitons tous un très, très, très joyeux temps de Noël et un beau temps des fêtes malgré le confinement. Merci.